Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo fiabilité sur la chaîne, le garage PTS vidéo fiabilité qui aujourd'hui va concerner cette petite, entre guillemets, BMW série 5 E60, ici dans sa E61, mais le châssis originel c'est le E6X, puisque c'est pour déterminer la série 5 de 5e génération. On va parler de la fiabilité de ce modèle-là associé aux motorisations essence uniquement, et plus précisément en 6 cylindres. On ne va pas s'attarder sur les V8 ni même sur la M5 qui est un moteur V10 de 507 chevaux sur cette génération. La voiture qu'on a sous les yeux, elle est de 2006. Elle est équipée du moteur N52, donc c'est le moteur intermédiaire. La 530i, comme ici, on a eu 3 puissances différentes avec 3 codes moteurs différents et bien distincts. Cette voiture qu'on a sous les yeux aujourd'hui, elle a 220 000 km. On verra tout à l'heure le compteur kilométrique. La série 5 de 5e génération donc succède à la E39 qui elle était sortie jusqu'en 2003. Celle-ci a fait 2003-2010. C'est un modèle qui a eu ses fans dès la sortie en neuf et des ennemis jurés puisqu'elle avait le style Chris Bangle. Aujourd'hui c'est la même chose, il y a des gens qui la détestent et d'autres qui la trouvent toujours sublime plus de 20 ans après sa sortie. Et donc ce véhicule, on va en faire le détail, le tour, puisque aujourd'hui c'est une voiture qui est très prisée encore en occasion, qui n'est pas encore collection, qui n'est pas encore Youngtimer, mais à coup sûr grâce à ses moteurs atmosphériques elle y viendra comme ses ancêtres. Donc l'exécution de série 5 que l'on a sous les yeux, donc c'est une 530i associée à une boîte automatique à 6 rapports Steptronic, donc la boîte de vitesse classique chez BMW qu'ils avaient commencé à 4 rapports, puis 5, puis 6 en fonction des générations et des évolutions technologiques. Boîte de vitesse fournie par ZF, c'est pas BMW qui fabrique ses propres boîtes de vitesse, mais pareil, on y reviendra à ça dans quelques minutes. Donc cette série 5 qui succède à la E39 et qui a été ensuite remplacée par la F10 en 2011. Ici donc présentée en version break, mais alors il va y avoir des choses supplémentaires sur les versions break qui n'existent pas sur les versions berline d'un point de vue de la fiabilité ou de la non-fiabilité. Ça dépend comment on se place vis-à-vis de ce sujet-là. Et comme d'habitude, donc je mets à profit ma petite expérience pour vous proposer une fois par mois des bilans fiabilité sur des voitures très variables. Aussi bien, il y a quelques mois, on avait fait la Fiat Panda, on a déjà fait des anciens scéniques aussi, donc on essaie d'en faire pour tous les goûts, tous les budgets. Là, ce mois-ci, donc c'est la série 5E60, donc 220 000 km. On va aussi bien parler de son budget d'entretien qui a été accordé à cette voiture sur quasiment 20 ans, puisqu'elle est de 2006. Jusqu'à aujourd'hui, ainsi que les pannes. Donc comme d'habitude, on va commencer par la partie extérieure sur la voiture. La partie extérieure, comme très souvent chez BMW, c'est des voitures qui, si elles sont entretenues un minimum, c'est-à-dire lavage régulier, etc., on a un aspect qui ne vieillit pas, ou quasiment pas, sur la manière générale de la voiture. Les peintures sont plutôt très bien appliquées, les alignements de carrosserie sont plutôt bons, quoique je trouve en retrait par rapport aux versions E39 et même E34 qui précédaient auparavant. On avait, alors moi qui possède une E39 entre autres, alors c'est du détail encore une fois, mais ce genre de petit écart d'alignement, avant ça n'existait pas, et là c'est pas la seule que je vois comme ça. Au niveau des chromes, certaines ont ce qu'ils appellent le shadow line, donc avec les baguettes noires. Je trouve que les baguettes chrome ils vont très bien avec ce bleu Monaco qui équipe la carrosserie extérieure de la voiture. Mais globalement, la carrosserie, après 20 ans de service, elle n'a pas présenté d'usure particulière. La qualité de pose, d'application est également très bonne à partir du moment où c'est la peinture d'origine. Donc BMW, il est fidèle à son image sur ce modèle. J'ai dit la même chose sur la E90 qui était la série 3 de génération identique. Vous retrouvez deux avis fiabilité sur ces voitures-là qu'on a fait il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière, je ne sais plus exactement, mais j'ai exactement les mêmes griefs à apporter à la E60 que je n'avais à la E90 à l'époque, c'est-à-dire la disparition des baguettes de protection latérale et des baguettes également sur les pare-chocs avant. Alors,
Sur une série 5, je trouve ça moins dramatique puisque c'est des voitures routières, d'autoroute, donc c'est pas des voitures qui sont censées faire de la ville. Donc là, on a encore sur un modèle comme celui-ci qui a été a priori utilisé principalement en tout cas de ce que j'en constate, c'est une voiture qui avait plutôt été servie et utilisée sur de longues routes, et donc elle n'a pas été entamée. Mais certaines voitures, là on peut voir ici, il n'y a aucune protection de carrosserie latérale, donc il n'y a pas de baguette qui entoure le long de la carrosserie qu'on avait sur la E39. Donc là c'est le design des années 2000 hein, qui nous emmène à ça. Et également le pare-choc arrière est un pare-choc qu'on va qualifier de lisse hein, puisqu'il n'y a pas non plus d'excroissance de protection. Et donc pour des voitures qui ont fait de la ville, eh ben, ça rajoute du vieillissement potentiel et des coûts de réparation potentiels en carrosserie relativement importants, puisqu'il faut soit remplacer le pare-choc ou les pare-chocs, soit les faire refaire. Bon, c'est un peu dommage de ce côté-là. Ça peut provoquer un vieillissement certain. Par contre, sur une série 5 qui a fait que de l'autoroute, aucun souci de ce côté-là. Elles sont plutôt bien préservées. Malgré tout, il y a un autre point dont il faut porter avec une attention assez claire, comme toute voiture allemande, j'ai envie de dire, qui vient d'Allemagne. Malheureusement, les séries 5, si vous cherchez une série 5 essence, j'ai pas de statistiques, mais ce dont on est sûr, c'est qu'en France, elles étaient quasiment introuvables en origine France. Les séries 5 essence au milieu des années 2000, aujourd'hui ça a un petit peu changé, mais au milieu des années 2000 c'était roi diesel, et sur des grosses berlines comme ça, c'était 90% de ce qu'on allait trouver, je pense, était fourni en diesel. En essence, c'est d'autant plus compliqué. Donc c'est des voitures qu'on va trouver aujourd'hui en essence sur le marché de l'occasion, qui vont être de manière générale des véhicules importés. Celle-ci est d'origine hollandaise, mais on peut trouver également essentiellement des voitures allemandes, parfois des voitures belges, et parfois sur d'autres pays du sud de l'Europe. Mais le sud de l'Europe et la France, c'était plutôt diesel. En Europe du Nord, traditionnellement, il y a toujours eu une certaine clientèle pour de l'essence sur des grosses voitures comme ça, sans avoir les plus gros moteurs. Donc il va falloir prêter attention évidemment à la corrosion. La corrosion, où est-ce qu'elle peut se nicher à ma connaissance sur ces générations de BMW? On va les retrouver. Alors ici, ce sont des bas de caisse en plastique, ce sont des surprotections. Avant, on avait sur les BMW, on n'avait pas ces bas de caisse en plastique. On avait la tôle directement. Par exemple, sur le 34, c'était la tôle directe. Simplement, c'était avec un produit, je sais pas, un galvanisant ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça faisait des bas de caisse, des bandeaux noirs, mais c'était la tôle en direct. Donc on voyait la corrosion arriver directement sur la carrosserie. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entièrement protégé le châssis du véhicule avec des plastiques. Donc tout le long là du châssis, vous allez retrouver quasiment, à part au niveau de la ligne d'échappement, mais tout le long vous allez retrouver des protections en plastique, plus ces bas de caisse là qui se démontent en plastique. Derrière ces bas de caisse, on va retrouver les bas de caisse classiques en métal avec les pieds de cric. Donc la formation de corrosion, elle va se situer principalement à cet endroit-là, de chaque côté sur le plancher. Donc il faut évidemment tout enlever. Il faut regarder pour voir si la corrosion ne se situe pas ici. Après, en termes de protection de ce côté-là, globalement, c'est plutôt satisfaisant. Je crois qu'il y a eu quand même un progrès de fait au niveau des bas de porte et au niveau du tour des ailes par rapport aux 39 précédentes qui, elles, étaient catastrophiques de ce côté-là. Mais de chaque côté, à l'avant des roues, il faut bien regarder. Ici, renforcé contrairement aux versions d'avant sur des isolants supplémentaires sur les pare-boues qui sont en tissu et qui certainement doivent retenir un petit peu d'humidité, et donc il faut faire attention de ce côté-là. Donc si vous êtes propriétaire d'une E60 ou si vous comptez en acquérir une, l'ancien propriétaire ne saura pas forcément qu'il y a de la corrosion. Donc c'est à vous de contrôler, je vous le dis, hein. Regardez de ce côté-là pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Les voitures sont pas encore très vieilles, donc elles sont rarement percées, mais attention malgré tout de ce côté là. Et si vous avez de la corrosion apparente, vous êtes quasi sûr qu'à cet endroit là, voire même au dessus du réservoir, ça peut être problématique sur la voiture. Mais ça, c'est pas propre à ça, c'est souvent propre à des versions qui viennent du nord de l'Europe. Et là, je vous dis, c'est renforcé au niveau du passage de roue, des parties en tissu. Également, ils ont eu la bonne idée, là je sais pas si on le voit, mais ils ont mis également du tissu à cet endroit là.
sur la voiture. Et cet endroit là, c'est en dessous, on va le voir tout à l'heure, vous verrez le moteur, les filtres d'habitacle. Vous avez 2 filtres d'habitacle sur cette voiture, et sous les filtres d'habitacle vous avez les feuilles qui tombent naturellement, ainsi que l'eau, etc., de pluie. Et avec cette partie en tissu, attention les dégâts de chaque côté, bien contrôlés de ce côté-là. Moi, ce que je conseille à chaque fois sur les BMW, mais c'était également le cas sur les anciennes, c'était de faire un nettoyage et un contrôle régulier. C'est un peu chiant à enlever tous ces passages de roue, ces machins, mais si vous n'avez pas de corrosion, je conseille quand même de contrôler, de nettoyer, de faire ça régulièrement, une fois tous les ans ou tous les 2 ans, pour enlever la terre, la boue, etc. Et par contre, si vous êtes attaqué par la corrosion, attention à bien la vérifier, qu'elle n'aille pas sur les points d'ancrage essentiels pour le contrôle technique, parce que ça se voit pas comme ça, mais avec les années ça pourrait être problématique. Ce modèle là, alors j'ai rarement vu ça, maintenant j'ai peut-être pas fait attention assez nettement, mais de ce côté là, de chaque côté, elle est pourvue de un peu de corrosion au niveau des rétroviseurs. Je sais pas pourquoi, le reste de la carrosserie est plutôt propre. Moi j'ai tout enlevé, globalement il y avait quelques petites taches, mais sans conséquence en termes de rouille, donc j'ai tout nettoyé, tout traité, etc. pour être tranquille sur les années. Mais en tout cas, bon, les rétroviseurs ont peut-être pas fait attention, j'ai pas fait attention. Si vous avez la même chose, vous pouvez le dire, ce sera peut-être j'ai pas d'avis sur cette question là. Est-ce qu'il y a ce petit souci sur les E60 au niveau de la protection corrosion au niveau des rétroviseurs? Bon, c'est pas très grave, mais c'est juste là, quand on regarde la voiture, c'est quasiment le seul défaut, et du coup ça se voit. Donc faites attention à ces points de corrosion renforcés par ces parties en tissu. Pour le reste, c'est plutôt pas mal. Dernier point un peu embêtant sur ces voitures-là, qui est la même chose sur toutes les voitures de cette génération-là, c'est les phares avant qui sont en plastique. Évidemment, comme ils sont en plastique, avec les UV, la chaleur et le fonctionnement, ils ont malheureusement tendance à jaunir. Et comme ici, quand vous êtes équipé de Xenon et d'Angelai, vous avez compris, le prix du phare, c'était pas le prix d'un phare de Twingo, malheureusement. Donc il faut porter une certaine attention de ce côté-là sur la voiture. En termes de budget d'utilisation, les séries 5 60, ça va coûter assez cher sur ces voitures-là, et ça va coûter d'autant plus cher si vous n'êtes pas bricoleur. Si vous traitez tout dans un garage, ça risque de vous coûter très cher, donc faites très attention. Commençons par les consommables les plus visibles et les plus facilement contrôlables. Les séries 5 60, elles bénéficient d'une palette de jantes relativement importante en fonction des options catalogue, en fonction de l'ancien propriétaire aussi qui aurait pu changer les jantes. Là pour le coup, il a mis des jantes en 18M, mais d'origine elle était équipée de jantes en 17 pouces. Là, les pneus qui sont montés sur cette voiture, la monte homologuée, c'est 245/40 par 18. Donc évidemment, les pneus ont plutôt une bonne durée de vie, hein. Vous pouvez compter facilement faire 50-60 000 km avec les pneus arrière, et même un peu plus avec les pneus avant. Mais malgré tout, il y a un budget d'utilisation sur les pneus qui peut vite monter à 800 € si vous avez 4 pneus à faire sur ces voitures-là. Pareil au niveau du système de freinage, en fonction des versions que vous allez avoir, vous pouvez avoir des freins qui sont plus ou moins, et puis en fonction des options, vous pouvez avoir des freins qui peuvent coûter plus ou moins cher. Attention, c'est un budget à prendre en compte. Pareil en fonction des options, parce que là on rentre sur des voitures qui sont haut de gamme et qui valaient très cher en neuf. Là, un modèle comme on a sous les yeux de l'époque d'il y a 20 ans, ça fait 75 000 € avec les options en cumulé. Je vous mets la conversion via les euros constants 2024. Là, comme ça, de tête, j'ai envie de dire que c'est au moins 90 000 d'aujourd'hui. Mais là, configurée comme elle était, c'était 75 000 cette voiture. Et évidemment, à 75 000 la voiture, on prend quelques options. Et donc, dans les options, on peut, celle-ci ne l'a pas, mais avoir les suspensions sport. Quand vous avez les suspensions sport, il n'est pas question de mettre les amortisseurs standards des séries 5. Les amortisseurs des suspensions de sport, c'est quasiment 1 000 € les 4 sur des amortisseurs de marque. Évidemment, on ne va pas mettre des amortisseurs premier prix de base sur une voiture comme ça. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Donc, vous avez 1 000 € d'amortisseurs sur ce genre de voiture. Les freins, ça peut vite coûter sur un modèle de base comme ça, entre guillemets de base, 100 € la paire de plaquettes. Et si vous avez des gros freins, ça peut coûter plus. Les pneus, vous avez compris, c'est un certain budget.
Et en plus de ça, quand vous avez la joie d'avoir une version break comme ici, attention, il y a des équipements qui peuvent être complémentaires. Vous avez à la place des ressorts sur les parties arrière, vous avez des coussins d'air qui permettent de maintenir une assiette constante en fonction de la charge que vous avez de la voiture. Certains s'amusent à remplacer les coussins d'air par des ressorts courts ou des systèmes à ressorts. Bon, moi, je suis plutôt type configuration d'origine. Les coussins d'air, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, mais comme c'est un équipement qui est en plus, vous avez forcément un relais, vous avez un compresseur, vous avez 2 boudins. Si vous accumulez l'ensemble de ces pièces-là, encore une fois, sans main d'œuvre, vous allez vite être à 600 €. Ça n'arrive pas tous les 4 matins, mais là, sur 220 000 km, tout a déjà été remplacé une fois. Donc des amortisseurs, des ressorts, ça aurait potentiellement pu être la même chose. Sachez que sur 220 000 km, vous pouvez avoir cet ensemble pour 600 € si vous le faites vous-même. C'est pas très très compliqué à faire. Bon, faut quand même avoir de la place pour le faire et être un minimum équipé. Mais voilà, faut savoir qu'en général, ça tient 150 000 km, quoi, à peu près, ce système-là. Après, les coussins d'air peuvent être un peu défectueux, ils peuvent fuir, etc. Ça peut vous poser des problèmes. Donc sur les breaks, vous avez cet petit équipement supplémentaire. Attention, ça peut être problématique. Donc tout ça, quand je le dis, évidemment que ça fait des grosses factures, ça fait des grosses ardoises, mais on est sur des durées de vie de pièces qui sont bien supérieures à la moyenne. Également, la ligne d'échappement, aucun problème. Les bras de suspension, bon, quand ça arrive, il faut le faire et ça coûte relativement cher. Mais il y a une durée de vie d'au moins de 100 000 km sans problème. Si la voiture a été utilisée correctement, il n'y a pas de raison de les remplacer rapidement. Encore une fois, je conseille moi systématiquement de mettre des pièces. Si c'est pas du BMW, il faut mettre vraiment des très grosses marques et si possible la marque du constructeur. Exemple pour les plaquettes de frein, c'est ATE sur ce genre de modèle. Je pense qu'il ne faut pas aller en dessous de ce type de marque. Parce que sinon, de toute façon, la durée de vie ne sera pas bonne et où l'utilisation de la voiture en sera dégradée. Encore une fois, c'est un petit peu dommage sur ces voitures-là. Dernier point des consommables, c'est une voiture qui a un équipement technologique extrêmement important. On va le voir dans quelques instants après les quelques mots que je dis là. La batterie, sur celle-ci, 92 ampères, c'est donc encore une fois une très grosse batterie. Et si la batterie n'est pas optimale dans son fonctionnement, avec le nombre d'équipements électriques qu'elle a cette voiture, vous allez avoir des bugs. Et on va le voir, les bugs, c'est pas rare sur le E60. Donc la batterie, c'est au minimum 150 € et ça tient pas 5 ans. Donc voilà, c'est une addition de budget qu'il faut prendre en compte. La série 5 E60, comme je disais tout à l'heure, on le sait tous, c'est une voiture haut de gamme. Qui dit voiture haut de gamme dit concentré de technologie. Et qui dit concentré de technologie, quand ça a 20 ans, forcément, parfois, c'est un peu compliqué. La qualité des matériaux, honnêtement, je la trouve très correcte. Peut-être elle a rétrogradé, enfin c'est même pas peut-être, elle a rétrogradé par rapport à la E39, mais la E39 faisait référence à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Et très franchement, encore aujourd'hui, en termes de qualité de fabrication, alors évidemment, le style ne correspond pas au style d'aujourd'hui, mais en termes de qualité de fabrication, la E39 pas à rougir par rapport à ce qu'on peut proposer sur le marché. La E60 avait légèrement réduit la qualité de fabrication vis-à-vis du précédent modèle. Cependant, en fonction des finitions et en fonction des équipements que le premier propriétaire a choisi de sa voiture, on peut se faire un intérieur tout à fait élégant et de très très bonne qualité malgré tout. Attention, c'est très joli. Alors quand on a la finition en bois, c'est du vrai bois sur celle-ci. Quand on a la finition en bois, je trouve, moi personnellement, de meilleur goût que quand c'est la finition en alu. La finition en alu, là pour le coup, elle fait un peu toc, elle fait un peu plastique. Je trouve ça beaucoup moins joli que ces finitions-là. Mais évidemment, c'est une option qui était encore une fois coûteuse. Les matériaux globalement sont bons. Après, il y a effectivement ça qui est un peu moins bien, ça aussi, mais encore il n'y a aucune vibration. Là, 220 000 km, ça ne bouge pas.
il n'y a pas de souci. On peut regretter un petit peu que le pommeau de vitesse soit légèrement usé. Les cuirs, globalement, vieillissent très bien. Là, c'est le cuir standard de la E60. Après, il y avait des options pour avoir des cuirs supérieurs sur ces voitures-là. Mais pour le coup, très peu de choses à signaler de manière générale. Une excellente durée de vie des sièges, des cuirs, des plastiques et des qualités de construction. Tout tient très bien en place, ça bouge pas, aucun souci. Là, on peut juste voir que le panneau de porte gondole légèrement, mais c'est très léger. Et autre point qui pourrait commencer à devenir problématique, ça ne l'était pas jusqu'à maintenant, les ciels de toit potentiellement peuvent commencer à lâcher. Là, celui-ci est nickel. Mais on sait que sur beaucoup de voitures, avant c'était que les Allemandes, maintenant les autres marques s'y sont mis, les ciels de toit ont tendance à tomber. Ça, c'est pour le côté positif de la E60. Après, il y a un côté qui est négatif, voire très négatif sur la E60. Bah, c'est le concentré de technologie qui équipe cette voiture. La voiture, en fonction des options et de l'année que vous allez avoir, elle va être bardée d'options et avec une technologie plus ou moins fiable. Il y a des équipements qui, globalement, ne posent pas trop de problèmes. Les phares, les essuie-glaces automatiques, globalement, ça va. Système airbag, globalement, ça va. Les commandes, la clim, ça va. Le système e-drive, à part sur les toutes premières, globalement, ça va. Mais donc, aujourd'hui, on va dire que ça va, puisque normalement, ça a été corrigé. Les vitres, ça va. Tout au vent, etc., ça va. C'est quand on va rentrer sur les équipements un peu haut de gamme, je dirais, qui peuvent poser problème. Donc sur ces voitures-là, on peut le constater ici, on n'a pas besoin de rentrer la clé qui est une clé à distance, si je la retrouve. C'est une clé comme ça, et donc on n'est pas obligé de la rentrer pour démarrer. Il suffit d'appuyer sur le bouton qui est légèrement délavé ici, Start Stop. Donc si j'appuie ici, la voiture démarre au quart de tour, aucun problème, ça se fait tout de suite. Cependant, une fois que la voiture est en route, il y a beaucoup d'équipements potentiels sur cette voiture. J'expliquais tout à l'heure sur ces versions break que l'on a la suspension pneumatique pour la charge, pour faire un correcteur d'assiette. Évidemment, c'est un coût. Mais en plus de ça, sur un modèle comme celui-ci, et comme très souvent sur les séries 5 avec des moteurs relativement importants, pas des 520D, on va retrouver parfois ce qu'ils appellent le dynamic drive. Donc c'est les barres anti-roulis avec un système hydraulique supplémentaire dessus pour garder une assiette constante dans les virages. Donc ça permet d'avoir un agrément de conduite supérieur sur cette voiture là. Et donc ce système là peut potentiellement être en défaut. Vous avez plusieurs capteurs, vous avez un groupe hydraulique qui se situe dans le passage de roue à droite, vous avez les tuyaux qui partent sur l'arrière, vous avez des tuyaux qui viennent sur la crémaillère de direction et vous avez des tuyaux qui viennent sur les barres stabilisatrices avant et arrière. Donc potentiellement des fuites, également potentiellement des capteurs. Aujourd'hui, c'est des capteurs qui ont 20 ans. Ces capteurs-là peuvent poser problème, malheureusement. Et évidemment, ça vous met un défaut au tableau de bord. Vous avez ça qui peut poser problème. Vous avez généralement, de toute façon, les équipements optionnels qui ont 20 ans, ils peuvent poser problème pour différentes raisons. Les phares xénon, aujourd'hui, il peut y avoir une ampoule xénon qui lâche. Alors, c'est pas propre à ce modèle-là, mais c'est beaucoup plus cher qu'une ampoule standard. Vous pouvez avoir dans les équipements supplémentaires qui peuvent poser problème, vous pouvez avoir des problématiques de Neumann, par exemple. Vous pouvez avoir ce qu'ils appellent le CCC, donc c'est l'écran ici qui peut lâcher. Bref, la partie électronique de la E60, c'est pas terrible. Très franchement, si c'était Renault qui avait fait une qualité électronique comme cette voiture, on en aurait entendu parler, et encore aujourd'hui, on dirait que c'est de la merde, pour ne pas employer un autre terme. Là, parce que c'est BMW, parce qu'on est des idiots à racheter cette marque à chaque fois parce qu'on aime, bah forcément, on lui pardonne beaucoup de choses. Et cette voiture bénéficie potentiellement de panne ou de défaillance électronique liée à ces années, ce qui est assez contraignant, assez dommageable. Mais cependant, ça peut se réparer, mais évidemment avec un coût et une complexité potentiellement importante sur cette voiture. Dernier point, parce qu'on pourrait lister comme ça pendant des heures des problèmes électroniques sur cette voiture, quelque chose qui est assez
courant sur les versions break, c'est les problèmes de faisceau électrique. On va passer à l'arrière de la voiture, on va la couper, puis on va passer à l'arrière. Donc sur les versions break, on va retrouver à ce niveau-là les câblages qui vont passer et qui vont revenir à ce niveau-là. Donc soit pour les feux arrière, donc vous avez les feux de brouillard qui sont sur la malle, vous avez les feux qui sont à l'extérieur de la caisse. Ici, vous avez une multitude de boîtiers et en dessous ici, en dessous la roue de secours, vous avez une multitude de relais. Et donc là-dedans, vous avez énormément de câbles qui passent jusqu'au plafonnier avec les haut-parleurs, etc. Et ces câbles-là ont tendance, mais ça c'est une tradition BMW, à se sectionner. Et du coup, potentiellement, il faut voir faire des réparations. Alors sur ces voitures-là, vous avez plein d'équipements, encore une fois, supplémentaires. Vous pouvez avoir le coffre électrique. Sur ces voitures-là, vous avez le haillon qui est la serrure qui a une fonction soft close, donc qui se pose quand vous fermez. Vous avez les lumières de coffre, vous avez les feux qui s'allument, vous avez potentiellement l'attelage. Bref, vous avez une tonne d'équipements encore qui passent par ces câbles qui sont ici et qui peuvent être sectionnés. Et s'ils sont sectionnés, évidemment, c'est un peu contraignant, c'est un petit peu embêtant parce que vous avez encore une fois des messages qui se mettent au tableau de bord. Parfois c'est grave, parfois c'est pas grave. Mais là, moi, sur cet exemplaire-là, je ne sais pas pourquoi, pour le moment, j'ai les feux qui fonctionnent à l'arrière, mais il me met systématiquement ampoule arrière droite défectueuse de stop, sauf qu'elle fonctionne. Donc il faut que je trouve, voilà, typiquement le problème que peut vous proposer une 60 sans trop comprendre. Après, il faut aimer chercher, etc. Mais bon, je vais trouver, mais effectivement, c'est des trucs, des bugs comme ça électroniques qui sont un peu contraignants sur cette voiture. Évidemment, je vous conseille de le faire vous-même si vous vous portez acquéreur d'une voiture pareille. La E60 en essence va disposer de 3 générations de 6 cylindres. Le M54 des premières productions de E60 est très fiable. Globalement, il est relativement simple de conception, mais par contre, il dispose de l'exact même nombre de problèmes que tous les moteurs BMW, c'est-à-dire que les moteurs BMW, depuis toujours, c'est l'incontinence professionnelle. Vous allez avoir des problèmes de fuite d'huile, soit derrière la poulie d'ampères, soit des problèmes au niveau du support filtre à huile, soit du joint cache-culbuteur. Ça, c'est pour les fuites d'huile. Et les pompes à eau sont à surveiller ou à remplacer, on va dire, relativement régulièrement. Pour une certaine tranquillité, de manière générale, il faut les remplacer tous les 80 000 km. Globalement, ça, c'est la sauce de la M54. Et avec ça, on peut avoir différents capteurs qui peuvent parfois lâcher, mais c'est quand même très très rare que ce soit une sonde lambda ou un capteur d'arbre à cam, ce genre de petites choses. Mais encore une fois, c'est très rare et à remplacer par des pièces BMW, même si c'est de l'occasion, il faut remplacer par des pièces BM. N'achetez pas autre chose, ça sert à rien. Vous avez des chances que ça ne fonctionne pas et vous croyez que vous trompez dans votre diag et c'est très embêtant. Le N52 qu'on a sous les yeux, qui a succédé au M54, globalement c'est la même sauce. C'est-à-dire qu'on a un véhicule qui est très fiable d'un point de vue mécanique. Également au niveau de la boîte de vitesse, c'est plutôt très fiable, il n'y a pas de souci. Il faut que ce soit entretenu, mais sinon ça va. Par contre, il y a les mêmes maladies, donc les fuites, les incontinences. Donc ici, on a un refroidisseur d'huile qui est rajouté sur le support de filtre à huile. Donc il faut changer ce joint de refroidisseur d'huile. Chez BM, ça vaut pas très cher, hein. Vous prenez filtre à huile plus les joints, ça va vous coûter peut-être 40 € ou 50 €. C'est pas excessif, mais en même temps que la vidange, parfois il faut le faire. Et donc il faut contrôler au niveau du galet si ça ne cause pas de problème. Malgré tout, en plus de ces différents capteurs relativement rares à remplacer et de ces fuites qui peuvent être entre guillemets régulières, en tout cas plus nombreuses que la moyenne, mais ça tient quand même plusieurs dizaines, voire 100 000 km sans souci en termes de fuite, on va rajouter quelques petites douceurs supplémentaires sur ce N52 qu'on n'avait pas sur la M54. En premier lieu, la pompe à eau qui est passée à l'électrique, qui n'est plus entraînée directement par le moteur. Et cette délicieuse pompe à eau va vous coûter sur les sites de pièces connus plus de 300 €. Évidemment, c'est un budget, c'est plus les 100 € de l'ancienne pompe à eau, sans compter le liquide de refroidissement, la main d'œuvre, etc. Donc, budget supérieur. Mais en plus de ça, il y a une certaine proportion sur les N52 à faire des petits soucis d'alternateurs. Alors les alternateurs, parfois ils commencent à faiblir un petit peu, ce qui fait que ça vous provoque un certain nombre de petits défauts électroniques.
que j'ai expliqué tout à l'heure, il y en a déjà beaucoup, et parfois ça vient simplement de l'alternateur qui peut commencer à poser problème. Il est un petit peu moins fiable. Également, le compresseur de clim est assez bruyant, peut-être un peu plus fragile qu'avant, mais on va dire que ça se tient encore. Globalement, c'est une mécanique qui est très fiable. On voit des 300, 400, 500, voire même plus. J'ai déjà vu 700-800 000 km en Allemagne et aux Pays-Bas sur des N52, pas forcément sur des séries 5. Moyennant un entretien scrupuleux et très sérieux, on peut aller extrêmement loin avec ces mécaniques-là. Donc on va dire que c'est dans la bonne tradition BMW 6 cylindres de ces voitures. Par contre, après, ils nous ont fait le moteur qui est venu après, le 272 chevaux pour les 530i. Et alors là, celui-ci, bon, c'est pas un moteur que je vais conseiller pour être tout à fait honnête, puisque en plus des incontinences, en plus des fragilités des pièces auxiliaires et du prix de la pompe à eau qui a augmenté, comme je l'expliquais à quelques instants, là-dessus on va rajouter les sondes de pollution moderne, les sondes NOx, on va rajouter les injections directes qui posent problème, qui ne posaient pas problème avant. Bref, là on a un budget d'utilisation d'une Formule 1 sur un 6 cylindres en ligne. C'est pas ce que moi j'appelle la fiabilité BMW mécanique. Donc, certes, c'est un peu plus puissant, et j'ai pas parlé de la 535 qui en plus ajoute le turbo, mais en termes de pièces d'usure, sur le moteur, c'est plus que c'était. J'aime autant avoir un 205. Vous l'aurez compris, la revue de détail de fiabilité sur cette E60, elle est quand même moyennasse. C'est une voiture qui est aujourd'hui quasiment au plus bas en termes de coût. On commence à trouver des séries 5 6 cylindres essence à 5000, voire moins. Mais par contre, attention au budget d'utilisation qui peut être et qui est extrêmement élevé, sans compter les pannes. Si vous voulez vous porter acquéreur d'une telle auto, vous pouvez le faire. C'est une excellente voiture de manière générale. Mais par contre, je vous conseille, d'avoir un matériel électronique de valise pour pouvoir effectuer des diags vous-même. Il faut également être équipé, pouvoir travailler et être passionné du modèle. Pour moi, une voiture comme ça, de l'acheter en diesel, que ce soit 520, 525, 530, 535, j'en porte pas d'intérêt parce que c'est bien, certes, mais il n'y a pas la passion, la magie du 6 cylindres. Moi, ce qui me fait oublier, et ce pourquoi j'achète encore ce genre de voiture, c'est juste pour le moteur, parce que le moteur, il est fabuleux, ce 6 cylindres, l'agrément, la performance, la puissance, c'est très bien, et c'est pas des choses qu'on va trouver chez les concurrents, évidemment. Par contre, en diesel, j'en trouve aucun intérêt parce que vous savez le désagrément diesel, la mauvaise fiabilité entre guillemets diesel, et en plus de ça, vous avez la mauvaise fiabilité électronique. Et là, on se pose un problème, c'est que les séries 5 E60 de première génération, elles ont les beaux moteurs. Elles ont le M54 et le N52 qui sont fiables, mais qui ont une électronique un peu plus capricieuse et donc plus embêtante et qui vont demander une certaine réflexion. Les 272 chevaux, les dernières séries, donc, à partir de fin 2006, donc les modèles LCI, comme vous allez trouver en annonce, c'est des voitures qui vont être plus fiables en termes d'électronique, qui ne seront pas sans défaut, mais en plus de ça, qui vont rajouter les défauts mécaniques qu'on n'avait pas auparavant. Pour moi, c'est un achat que je vais conseiller uniquement aujourd'hui à des gens qui vont avoir la patience de le faire eux-mêmes ou alors qui ont un très gros portefeuille. C'est au moins 1000 € par an une voiture comme ça en termes de budget d'utilisation, sans forcer sur le... En tout cas, c'est ce qu'il faut planifier parce qu'une potentielle panne peut arriver vite et coûter très cher. Si là, sur une voiture comme ça, vous avez le Dynamic Drive qui tombe en panne, ça peut vite coûter 500-800 € à réparer. Donc, il faut planifier 1000 € par an minimum en utilisation modérée de cette voiture. Si vous l'utilisez beaucoup plus, ça peut aller très très haut. Donc, soit gros portefeuille, soit la bricoler vous-même avec de la patience. Vous l'aurez compris, c'est une voiture qui a beaucoup de qualités, mais également beaucoup de défauts. C'est pourquoi on va lui mettre une juste moyenne de 10 sur 20, qui va être variable. Pour moi, celle-ci, c'est la meilleure version, puisque c'est la 2006. Donc, l'électronique est globalement quand même améliorée par rapport aux premières, tout en bénéficiant de la première génération entre guillemets de moteur, donc la 258 chevaux. Si je devais conseiller une E60, c'était une pré-LCI, donc ces versions 2006 qui pour moi sont les meilleures, en tout cas qui ont le meilleur compromis. Après, c'est à vous de voir en fonction des choses, mais les 2006 ce sont les meilleures. Les 231 sont très bien, mais elles ont beaucoup de problèmes électriques, ou alors il faut en prendre une sans option. Et les 272,
Voilà, c'est moins sympa de manière générale. Voilà, donc si vous portez acquéreur, soyez très attentif sur la voiture, très méticuleux et ayez de la patience pour pouvoir éventuellement les réparer. Voilà, merci à vous pour votre fidélité. Merci à vous encore une fois d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile sur certains points, sur certains conseils. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, à aimer Instagram, Facebook et évidemment sous cette vidéo, sous les autres sur YouTube. Merci à vous, à bientôt.